Bonjour à tous. Et donc quelques éléments qui peuvent servir un peu par rapport à l'introduction de cette table ronde. Et donc je vais vous proposer quelques points qui pourront ensuite servir de points de débat. Donc les voilà. Alors je les ai tweetés il y a quelques temps, donc vous pouvez les récupérer. Alors premier point, le rapport de la question du fameux massif et ouvert avec les licences libres. Quel est le rapport? Alors quelques points à noter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ces histoires de massif? Alors attention, on n'est pas sur des échelles à la Open Classroom ici, hein, mais on est quand même sur des échelles beaucoup plus grosses que celles habituelles. Alors quelques chiffres. Hein. Ici, ce que vous voyez, c'est le nombre d'inscrits qu'on avait en formation continue en 2012. Et puis ensuite, on continue 2013 et 2014. Alors 2014, c'est toujours en cours, hein, mais c'est finalement relativement facile de faire des estimations prudentes. Et donc, vous voyez ici, on voit quand même hein, ce qu'on avait, ça faisait 30 personnes. Donc là, ça vous donne une petite idée hein, de ce qu'on dit quand on dit on passe à l'échelle d'un seul coup, on libère nos licences et puis on se met à dire on va faire des événements, on va diffuser beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Deuxième chose, qui est peut-être un petit bémol, c'est ici, vous avez le nombre de personnes qui payent. Alors là, on pourrait discuter longuement de la manière dont on compile ces stats, combien ça coûte, s'il ne faudrait pas calculer des profits plus tôt, mais vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à concaténer les deux graphiques et puis à avoir un peu tout ça sur une même échelle. Qu'est-ce que ça donne hein? Donc voilà une question intéressante et donc un sujet de débat pour la table ronde. Autre chose, massif, ça veut dire dans une large mesure aller chercher des gens qui jusque-là n'étaient pas nos clients, n'étaient pas nos étudiants. Et donc, comme d'habitude, vous voyez ici une chose dont je reparlerai, mais finalement, ouvrir ces ressources, c'est aussi et surtout trouver beaucoup de gens qui n'y auraient pas eu accès avant. D'accord ? Et donc, ça veut dire aller dans le monde entier. Au niveau des statistiques, en voici quelques-unes. Donc, tout d'abord, les participants. Alors aujourd'hui, les participants qui vont trouver des ressources en ligne sont quand même encore très largement des gens qui sont de CSP++, des niveaux Bac plus 5. Vous voyez, il y a autant de Bac plus 8 que de Bac plus 2. Et dans une large mesure, des cadres. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe qu'apparemment, on observe, en tout cas sur les stades du MOOC gestion de projet, une démocratisation progressive. On voit que les taux de féminisation augmentent. Alors certes, hein, on n'est pas encore à un échantillon représentatif de la population, c'est plutôt la population connectée. Hein, et de même, quand on voit les gens qui vont à l'étranger, ce n'est pas le paysan burkinabé, hein, c'est le responsable d'ONG burkinabé. Et puis pour terminer juste cette première phase, c'est encore une fois pour dire finalement que les gens qu'on va trouver quand on libère et quand on ouvre massivement, on ne se tire pas forcément une balle dans le pied parce que les gens qui vont venir n'étaient pas de toute façon nos clients. Alors vous le voyez, quand on demande aux participants au MOOC gestion de projet quelles sont les formations qu'ils ont, il y en a 70% qui disent « moi de toute façon je n'ai aucune formation, on ne me forme pas ». Et donc, bien entendu, c'est avant tout dans ce réservoir de gens qui ont envie de se former, qui ont besoin de se former, mais qui ne peuvent pas, qu'on va contribuer. Donc, on crée du marché. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des formations ponctuelles et d'autres qui en ont 4%, qui sont formés régulièrement à la gestion de projet par leur employeur. C'est une minorité. Au niveau des licences, que fait-on dans notre situation? Alors vous le verrez, c'est relativement compliqué parce qu'on a plein de types de production différentes. Alors évidemment, le premier type de matériaux qu'on partage, ce sont des vidéos. Donc les vidéos, vous le voyez en bas, sont en CC by SANC. Donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais l'idée c'est que quand on enregistre un cours, a priori, on ne veut pas qu'il soit réutilisé et vendu sans qu'on nous demande d'abord, quoi. Hein. Autre chose, c'est qu'on repose largement sur le crowdsourcing, sur la participation de nos apprenants. Et donc vous voyez ici, une des choses que l'on utilise, c'est la prise de notes partagée. Donc après avoir regardé le cours,
On peut prendre des notes et les partager avec les autres. Donc ça veut dire, par exemple, ça va aider pour réviser l'examen. Et là, vous voyez la licence, c'est du CC BY qui est proposé avec, bien sûr, tout un support de discussion. Autre point dont il faut parler, c'est la question de l'évaluation par les pairs. Donc là, on a beaucoup de questions fascinantes, notamment sur les dynamiques et les masses critiques pour faire de l'évaluation par les pairs. Nous, on fait un mock synchrone, c'est-à-dire qu'on a 1000 personnes qui vont suivre le mock en même temps, on va avoir 900 devoirs et on fait de l'évaluation par les pairs en se basant sur cette masse critique. Et donc, ce n'est pas un mock quand vous le voulez, c'est un mock événementiel. Autre chose, quid du statut des travaux rendus par nos apprenants? Les travaux rendus par les apprenants ont de la valeur. Ce sont des auteurs. Et donc, bien sûr, il faut prévoir, vous le verrez, quel est le régime sous lequel ils placent leurs propres travaux, puisque leurs propres travaux peuvent être réutilisés. Donc, vous voyez ici, c'est du CC BY SA. Pour faire cela, eh bien, on le spécifie dans nos documents. Donc, vous voyez ici le code de conduite où on dit, bah voilà, les cours sont sous telle licence, ne faites pas de plagiat, ne mettez pas de documents copyrightés dans le cours. Une chose intéressante, c'est que la détection de plagiat, en fait, demande quelque part de céder des droits d'auteur et de permettre à la machine automatique qui va détecter le plagiat de lire ce qu'on a produit. Donc ça, c'est une clause importante dont on pourrait discuter. Et puis sinon, bah, les auteurs sont libres de leur licence, mais sauf contre-ordre, c'est du CC BY SA. Autre pédagogie qu'on met en place, c'est le fait que c'est des équipes qui travaillent ensemble sur des projets, des vrais projets. Et donc là, vous voyez le MOOC GDP3 qui est en train de s'achever en ce moment. Et donc, on a des gens qui travaillent sur la levée de fonds pour une pompe solaire dans un village de Côte d'Ivoire, d'autres sur des systèmes pour les collégiens décrocheurs. Par défaut, mon idée, ça a été de dire que quand on fait un projet, il faut les mettre sous licence CC BY, parce que si quelqu'un crée une entreprise derrière, la licence risquerait d'être prohibitive. Mais là encore, ce sont les apprenants qui peuvent choisir leur licence comme ils le souhaitent. Alors terminons maintenant sur la question du travail sur le MOOC. Avoir des licences libres, je pense que c'est aussi important, parce que c'est ça qui permet de rassembler une équipe de bénévoles. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous contribuez sur Wikipédia, il n'y a pas de gens payés pour écrire. Et donc le principe, c'est que je contribue, mais en revanche, j'autorise ou pas certaines réutilisations de mon travail. Donc là, vous avez l'équipe du MOOC Gestion de Projet 3, enfin une partie de l'équipe, avec bien sûr tout un tas de questions, mais finalement les licences libres sont un des ciments qui permettent de fonctionner comme ça à plusieurs. Voilà, alors j'ai terminé cette présentation brève. Quelques pistes sur ce qu'on pourrait dire. Vous voyez que moi je partage mes travaux en licence libre, mais finalement, est-ce que vous pouvez le faire? C'est pas évident. En fait, moi, c'est le résultat d'un processus qui a pris quand même un certain temps, où je me suis dit, bah, moi, finalement, je suis un petit maître de conf, j'ai pas de budget, j'ai tout intérêt à diffuser un maximum, et donc les licences libres sont la solution pour moi, accompagné, on va dire, de l'économie de l'Internet. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aurait la même manière de faire. Donc je suis enseignant-chercheur. Quelles sont les trajectoires analogues qu'on peut avoir, notamment pour un organisme de formation continue qui est lucratif? Les licences libres permettent-elles de créer un MOOC sans cash? Donc là, c'est un peu l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'argent liquide vraiment dans le MOOC, mais il y a beaucoup de travail. Et donc les licences libres vont permettre de trouver des consensus, de faire ce qu'on appelle de l'innovation frugale. Bon, je pourrais vous parler aussi de quelques expériences négatives, le fait de se faire plagier. Et puis pour terminer, une grande question, c'est y a-t-il un parallèle entre ce qui est en train de se passer dans le monde de la formation et ce qui se passe dans le monde de la recherche? Vous savez que dans le monde de la recherche, un chercheur qui ne publie pas, il est considéré comme étant mort. Et finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer la même chose dans le monde de la formation? Un formateur qui ne publie pas, qui ne partage pas, qui n'a pas une surface de vue, à la limite un formateur qui n'est pas copié, c'est qu'il n'existe pas, c'est que ça ne vaut pas le coup. Et donc voilà un peu la question qu'on peut poser. Je remarque aussi qu'il y a des gens qui libèrent des ressources. C'est bien de libérer des ressources, mais en soi, ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'une chose très importante que m'a appris mon expérience, c'est que faire un site web et mettre des cours de gestion de projet dessus, c'est bien, mais si vous ne travaillez pas ce qu'on appelle votre référencement, c'est-à-dire si vous n'avez pas de trafic sur le site, les licences libres en soi ne vont rien faire pour vous.
Voilà. Ce que je vous propose, donc, c'est d'ouvrir le débat et donc, je vous invite à poser vos questions donc, à nos intervenants. Avant ça, j'aimerais, parce que lorsque j'ai préparé cet après-midi, j'ai échangé avec M. Schmitt et il m'a dit, pratiquement au début de la conversation, la gratuité, ça mène à la ruine. Donc on a vu cet après-midi des exemples, plein d'exemples, bon, assez récents, il faut dire. Donc est-ce qu'ils vont mener à la ruine ou pas de ces entreprises ? On a vu des exemples très intéressants. Alors, évidemment, quand on est payé par l'État, on peut parler de gratuité, mais c'est pas de la gratuité. Sans vouloir argumenter là-dessus, quand on est maître de conférence, évidemment, le financement vient de l'État. Donc, et c'est très très bien. Hein, il n'y a pas de critique là-dessus, mais c'est pas du tout quelque chose qui est gratuit. Nous le payons avec nos impôts. Donc, de l'autre côté, quand on voit les entreprises privées qui se mettent sur ce business, on voit bien qu'au début tout est rose, tout est merveilleux, on lève 2 millions d'euros, mais il y a un moment, il faut quand même faire un peu de chiffre d'affaires. Donc, et finalement, ça devient plus si gratuit que ça. Il y a un moment, il faut quand même payer les salaires. Donc, la gratuité a de courtes pattes quand on en arrive à dire on a 25 salariés, il faut bien les payer, il faut trouver une façon de faire les choses. Donc, comment on s'y prend ? Qu'est-ce qui fait on peut arriver à une catastrophe nationale sur le sujet ? Pour moi, alors bien sûr, soyez très à l'aise de dire que j'ai tort. Il en est de la formation comme pour beaucoup d'autres choses sur l'Internet, tout ce qui est dématérialisé, c'est qu'à la fin, soit ça devient gratuit, et dans ce cas-là, on tombe dans le turf de nos amis Google. Google, c'est pas compliqué, hein. Tout ce qui est gratuit, ça l'arrange, ça génère du trafic et donc de la pub. Et la pub, c'est son business. Donc dans ce cas-là, on devient des esclaves de Google qui va nous rétrocéder 20-25% de publicité et garder le reste pour faire la fête. Mais nous, on sera toujours des pauvres dans le domaine et des pauvres qui seront sous tutelle. En fait, ce que certains pourraient appeler une colonie. Hein. Aujourd'hui, on est déjà une colonie de Google, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google prend des décisions à notre place sur nos contenus, sur ce qu'on a le droit de vendre, pas le droit de vendre. Vous savez que, alors c'est pas Google, c'est Amazon dans ce cas-là, mais oui, fait un pique-nique, c'est interdit sur Amazon. Il a fallu une intervention très spéciale pour que ça soit permis de nouveau, parce qu'il y avait le mot nique dedans. Donc on nous met en coupe réglée culturelle, on nous met en coupe réglée économique, hein, puisque les pourcentages qu'on touche sur ce qui se passe comme trafic sont en coupe réglée. On est en coupe réglée politique. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous vendez des articles de chasse qui sont promus sur Google, vous n'avez pas le droit de le faire. Votre contrat de formation, votre contrat d'advertising est annulé jusqu'à ce que vous ayez corrigé les choses. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses concrètes et réelles que vous pouvez vérifier. Hein. Donc, quand vous êtes dans ces tutelles-là, vous êtes en fait en domination totale. Alors maintenant, il manquait le côté formation, pour être une vraie bonne colonie. Et si vous voulez, tout ce qui est gratuit va nous mener à la dépendance vis-à-vis de Google. À court terme, hein, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est dans 5 ans. Donc les MOOC, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux si on ne sait pas quel est le business model qui va avec. Et force est de constater que la plupart du temps, il n'y a pas de business model. Même aux États-Unis, d'ailleurs, les gars vont coller 100 patates dans une boutique. Alors, vous allez avoir 100 millions de dollars. Les types, c'est super, on a levé 100 millions de dollars. On va les claquer à grands coups de référencement chez Google. De toute façon, ça revient au même endroit. Et à la fin du compte, il y aura beaucoup de trafic et pas de chiffre d'affaires. Donc, ce serait complètement hallucinant qu'on se mette à copier des business models qui ne marchent pas. Donc pour moi, il faut être très vigilant là-dessus. Il ne s'agit pas de faire de la gratuité parce que c'est suicidaire. Merci. Peut-être Rémi, vous pouvez répondre. Oui, alors ça me fait plaisir de voir une antithèse. Alors, moi, de mon point de vue, vous en doutez, alors il y aurait plusieurs choses à dire. Hein. D'abord, est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est simplement l'économie de l'Internet qui est en action, hein. On est sur des économies où finalement le but du jeu, c'est de capter l'attention d'un grand nombre de personnes de manière massive. À la limite, c'est la même logique que Open Classroom. Open Classroom dit, voilà, moi j'ai un trafic, j'ai des centaines de milliers de personnes, et avec ça, j'arrive à faire tourner un nouveau modèle économique. Ce n'est pas spécialement Google ou autre chose. Alors certes, il y a de grands acteurs qui vont tirer mieux leur épingle du jeu que d'autres, avec un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est un petit acteur, hein. Donc quand on est un gros acteur, on va essayer d'inventer quelque chose, de tirer son épingle du jeu. Moi, je suis un petit acteur. Donc en fait, moi, Google, je le remercie. Hein, parce que
le modèle de Google qui consiste à afficher de la pub, moi bien sûr, je ne vais pas afficher de pub nulle part, ni sur mes vidéos, ni sur mon site. Ça n'a aucun intérêt du point de vue monétaire, et puis ce n'est pas dans mon éthique, donc il faut que je trouve d'autres modèles. D'accord ? Mes autres modèles sont des modèles de participation large, d'implication des apprenants. Et de ce côté-ci, Google m'aide beaucoup, parce que Google me propose Google Doc, diffuse mes vidéos à grande échelle rapidement, me permet de faire des vidéos en direct gratuitement. Donc les outils de Google, je les apprécie quand même beaucoup. Alors je ne suis pas complètement dupe. Je suis conscient aussi, par exemple, que comment j'ai réussi à faire démarrer le GDP1 alors que finalement à l'époque il n'y avait pas de portail de MOOC, je n'étais pas connu, grâce à Google. Parce que mon site web étant riche, était bien référencé, donc j'avais du trafic. Et ce trafic m'a permis d'arriver à une masse critique pour décoller, pour avoir du buzz, etc. Donc tout ça, c'est grâce à Google. Donc vous voyez, moi je suis un peu ambigu par rapport à ça. En même temps, je comprends bien l'argument, mais en même temps, quand on y réfléchit, il y a tellement d'outils qui sont proposés de manière gratuite que s'il n'y avait pas Google, si on était dans la vieille économie où on avait des boîtes qui faisaient payer tout ça, je ne serais pas sorti de l'auberge. Il n'y aurait jamais une émergence de communautés, d'outils de travail collectifs. Par exemple, dans la deuxième semaine du MOOC Gestion de projet, je présente des outils, des collecticiels, les fameux groupware. Et à la base, quand on veut présenter un collecticiel simple et qui marche, il y a Google Doc. Et mon problème, c'est qu'on me dit, est-ce que je fais de la pub pour Google ? Ouais, mais il faut être raisonnable. Le truc le plus simple et qui fonctionne, c'est pour les gens qui veulent s'y mettre et qui ne sont pas des geeks, c'est Google. C'est-à-dire que l'économie de l'Internet et Google, c'est à peu près pareil, c'est 80% du trafic. Donc là, on est dans le même combat. C'est 80% du trafic. Non, mais aujourd'hui, si vous prenez les grands chiffres du trafic généré sur Internet, si Google s'arrête de fonctionner, 87% du trafic disparaît. C'est aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Donc, de toute façon, oui, bien sûr qu'on a besoin de Google. Quant à utiliser les outils de Google et se mettre dans leurs pattes, on peut être une colonie heureuse. Il y a des colonies qui ont survécu quelque temps en étant heureuses. Moi, ce que je pense, c'est que, et pour l'avoir vécu, je peux peut-être donner 2-3 exemples concrets. J'ai une société dans mon portefeuille qui s'appelle Softonic, que vous connaissez peut-être. C'est à peu près 135 millions de visiteurs uniques par mois. Il génère approximativement 10 millions de téléchargements de logiciels par jour. Donc c'est une société qui, si c'était un pays en trafic, ce serait gros comme la Corée. Cette société-là, sur le côté Google, par exemple, a une dépendance qui représente à peu près 40% de son chiffre d'affaires. Et très systématiquement, tous les mois, il y a un coup de boutoir de Google sur quelque chose. Vous devriez utiliser tel truc qui m'appartient, sinon j'arrête le trafic. Vous devriez changer de telle chose, sinon j'arrête le trafic. Tous les mois, et de plus en plus, et de plus en plus. Et si vous voulez, c'est une pression qui ne cesse. Vous prenez leguide.com, qui est une société française de comparaison de prix. Regardez ce qui se passe. C'est très systématiquement, tous les mois, il y a une interruption de trafic qui est générée par Google sur le thème « Si vous ne faites pas ce que je vous demande, si vous n'êtes pas compliant avec telle policy, je coupe le trafic. » Donc, encore une fois, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, on l'utilise, mais le jour où ils serreront, ça fera très très mal. Donc, c'est pour ça, moi mon point, c'est aujourd'hui, alors maintenant, pour parler de formation, on a 3000 élèves aujourd'hui qui sont scolarisés partout dans le monde. En parlant de chiffres, c'est des coûts d'acquisition qui sont de l'ordre de 200-250 €, donc c'est pas donné. Mais en revenu, en lifetime value d'un client, c'est 12 000 € à peu près, donc sur sa durée de vie. Donc c'est relativement rentable tout de même. Quand vous prenez ces chiffres-là, vous multipliez par 3000, finalement, on n'est pas si malheureux sur cette partie-là du business. On peut vivre absolument en restant tout à fait indépendant. C'est faisable. On grandit à raison de... Mais je ne pense pas qu'il y ait une fin à ça. C'est une affaire de gérer ça. Il faut gérer les choses. J'utilise du SEO comme tout le monde, j'utilise du trafic comme tout le monde, j'achète des AdWords comme tout le monde, mais technologiquement, on dépend d'absolument personne. Et d'un point de vue qualité de ce qui est fourni, on est considéré comme des éditeurs à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en fait, on fournit des contenus, dessus, il y a une valeur ajoutée et qui est rémunérée à sa juste valeur. Donc il n'y a aucune raison que ça cesse. D'un instant, la valeur ajoutée est suffisante. D'ailleurs, c'est ce que vous faites aussi. Oui, mais pardon. Ah, ça... il y aura juste un petit souci, c'est que la valeur ajoutée, elle n'est pas tout à fait gratuite à fournir, et que donc il va quand même falloir trouver une façon de faire. Vous savez, la gratuité, ça n'existe pas. Il y a un moment, c'est soit vous avez
4 millions d'élèves qui sont formés, vous allez vous satisfaire de 2 euros de publicité par élève, et pourquoi pas ? Mais il faut 4 millions, et pour en avoir 4 millions, votre coût d'acquisition restera quand même 250 euros, donc vous allez lever 1 milliard d'euros pour réussir à faire cette acquisition. C'est faisable, mais c'est un peu cher pour faire de la gratuité à la fin. Je ne vois pas comment c'est faisable. Je ne vois pas. Et d'ailleurs, vous avez plein de sociétés qui fonctionnent comme nous, dans d'autres domaines. Et puis, tout ce qui fait la différence, en effet, c'est-à-dire soit une offre de formation en tant que telle, soit quelque chose d'un peu plus certifiant. En tous les cas, tout ça, c'est en train de s'agréger. Je trouve que c'est très limité comment vous voyez. Moi, j'ai entendu des choses très riches cet après-midi, et d'un coup, on a l'impression qu'on retombe encore sur la vieille rengaine du libre et gratuit. Mais en fait, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est pas libre égale gratuit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus riche surtout. C'est riche parce que c'est à peu près... Enfin, encore une fois, peut-être que je suis très simplificateur, mais pour moi, un MOOC, ça a un intérêt, ça génère du trafic. Et donc, grosso modo, c'est à peu près le petit bout de fromage en tête de gondole qu'on goûte pour faire venir du trafic afin d'acheter le gros bout de fromage qu'il y a sur le rayon. Mais c'est pas... Et si vous voulez, à la fin, quelqu'un paye. C'est pas gratuit. Ce que je veux passer comme message, c'est que c'est un miroir aux alouettes de penser que c'est gratuit. C'est payé par vos impôts, c'est payé par quelqu'un, mais c'est payé. Mais c'est pas ce qu'on a dit cet après-midi. Oui, je trouve que c'est très réduit. En tout cas, autant je suis d'accord sur beaucoup d'éléments, sur le fait que le modèle du gratuit n'est en soi pas un modèle pérenne, et clairement, Coursera perd énormément d'argent. Coursera a levé 60 millions de dollars, mais d'ici 2 ans, il va falloir qu'ils sortent des royalties pour les investisseurs, et que à partir de ce moment-là, alors que Coursera ne fait pas de chiffre d'affaires, il va y avoir des gros soucis. C'est pas pour rien s'ils ont perdu leurs 2 dirigeants créateurs qui sont partis ailleurs parce qu'ils sont sortis de cette logique. Nous, à Open Classrooms, nous avons fait le choix de sortir du gratuit. Ça nous a été fortement reproché par notre communauté d'origine, qui a très mal vécu pour un tout petit nombre, mais un petit nombre qui était bruyant, qui n'a pas compris qu'on puisse quitter le monde où tout était gratuit, à un monde où on a dit on va se donner les moyens de la pérennité, on va se donner les moyens non seulement pour nous, mais pour justement faire que et les auteurs et les futurs apprenants puissent continuer à exister, à se développer, de dire voilà, tout reste gratuit, mais si on veut plus de services, eh bien, on est capable de payer. De la même manière qu'on a tous téléchargé de la musique pendant longtemps, et à un moment donné, on s'est retrouvé avec des offres inclus dans son abonnement Orange, d'avoir du Deezer qui nous prend 5 ou 10 euros par mois, ou du Spotify, et à un moment donné, on se dit, ça y est, ok, on a franchi le pas, et maintenant on paye 5 ou 10 euros par mois pour écouter de la musique et d'arrêter de télécharger de manière sauvage. Eh bien, on fait, nous, le pari que pour la formation, les choses vont évoluer de la même manière. Et on le voit. Et nous avons un système qui nous permet de lire à chaque nouvel abonné premium. Donc on a ça sur un écran dans nos bureaux. Donc à chaque instant, on a telle personne vient de s'abonner et les personnes répondent. Pourquoi est-ce que vous êtes abonné au premium ? C'est extraordinaire. Toutes les minutes, parfois ça s'accélère, c'est toutes les minutes. Il y a des fois c'est tous les quarts d'heure. Et on voit les raisons pour lesquelles les gens acceptent de mettre leur carte bleue et de s'inscrire sur quelque chose qui était gratuit avant. Et c'est génial parce qu'ils nous disent, voilà, alors les raisons, les motivations, elles sont totalement variées. C'est je me suis formé pendant des années gratuitement et je veux soutenir votre démarche. Il y a ça. Il y a on m'a parlé, ma femme ou quelqu'un, un collègue m'a parlé de votre formation sur le community management et c'est mon projet professionnel. Donc là, je veux pouvoir m'y mettre et être certifié dans ce domaine-là. C'est extrêmement varié, mais c'est extrêmement rassurant. Parce qu'on voit que c'est 10 euros par mois. Mais 10 euros par mois, c'est, je ne sais plus combien, 80 euros à l'année pour se former, pour avoir des certificats, alors qui pour l'instant sont des certificats uniquement Open Classrooms ou co-brandés, mais
on voit maintenant les CV qui arrivent avec les gens qui disent voilà, moi en HTML5, en PHP, en Python, etc., je suis certifié. C'est pas cher. Alors, c'est pas cher, c'est certainement pas suffisamment cher. Et nous sommes en train de préparer une offre tout à fait différente qui va se positionner, mais on y va doucement. Nous venons de signer avec Erol et avec Duno. Nous allons mettre leur collection en libre téléchargement gratuit pour les abonnés premium. Le prix du premium va évoluer. La valeur va s'ajouter de la même manière que, par exemple, on va aussi associer du passage d'examen, de certification, en étant contrôlé en termes d'identité, contrôlé en termes d'action, pour pouvoir faire que ce qu'on appelle du proctoring, qui va permettre de faire que le moment de certification en conclusion d'une formation soit quelque chose de valide, comme si on était dans une salle d'examen. Ça a un coût fixe. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont venir se rajouter, et on est en train de discuter avec des organismes et des grandes écoles pour lesquels on sait très bien que ces éléments de MOOC vont être des éléments qui vont être vendus pas grand-chose, c'est 20 € par-ci, par-là. Voilà, ça va venir s'agréger pour faire quand même un vrai volume financier, mais que il va falloir, au niveau des organismes, au niveau des écoles, rassembler tous ces petits certificats de MOOC pour donner la vraie valeur d'un diplôme, et que cette vraie valeur d'un diplôme, elle reste à être quantifiée, elle ne sera pas bradée à 20 ou 100 €, elle sera vendue le vrai prix par un organisme qui va à ce moment-là pouvoir se centrer sur cette notion d'agrégateur de ces certificats. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller détruire le modèle économique, il s'agit quand même d'aller le faire évoluer de manière forte, parce que de toute façon, les usages sont là. Pour compléter ce que vous venez de dire, je signale un article assez sympa publié par un Britannique qui fait du conseil auprès des institutions académiques sur une transposition de business model de l'industrie du software vers la formation. Voilà, c'est une hypothèse et c'est un peu ce que vous décrivez finalement. C'est la capacité de granulariser des investissements en passant en mode abonnement. Voilà, la formation comme un service, alors que la formation est un service, mais elle a été longtemps sur des coûts fixes extrêmement élevés. Et aujourd'hui, plus personne n'a envie de dépenser des fortes sommes, alors qu'on est prêt à se former petit avec des dépenses raisonnables. Tout à fait. Je voudrais réagir sur tout ça avec plusieurs réflexions dans le désordre peut-être. Première idée, je pense que la gratuité, on n'y échappera pas, vous n'y échapperez pas, comme personne aujourd'hui n'y échappe, parce que c'est de l'essence du web. C'est de l'essence de la culture du web depuis ses origines. Mais je suis complètement d'accord aussi avec l'idée, peut-être paradoxale avec ce que je viens de dire, que la gratuité n'existe pas, en ce sens que la production d'un contenu, quel qu'il soit et quelles que soient les modalités de production de ce contenu, a un coût, que ce soit un coût direct pour une entreprise privée ou un coût indirect lorsque c'est l'État qui indirectement le finance via les enseignants-chercheurs, par exemple. Et tout le web est dans cette difficulté en fait à concilier le coût de production des contenus et la culture de la gratuité d'Internet. Et c'est une problématique qui est complètement générale, qui n'est pas propre à la formation. Vous n'êtes pas les premiers à être confrontés à ça. Un seul exemple, c'est le peer-to-peer et le téléchargement de musique dont on parlait à quelques instants. On n'a pas encore trouvé les solutions, même si petit à petit, il y en a quand même qui se mettent en place. Elles ne sont pas entièrement satisfaisantes, mais petit à petit, ça se développe. Autrement dit, des offres légales qui permettent de rémunérer un minimum les ayants droit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on rémunère plus les ayants droit, il y a un moment où il n'y a plus de contenu. C'est clair. Et ça vaut pour la musique, pour le cinéma et pour la formation, c'est indiscutable. Donc il faut trouver des modèles économiques nouveaux qui permettent d'associer de la gratuité et une source de rémunération, des sources de rémunération qui peuvent être d'ailleurs plus plurielles, pour financer les contenus et rémunérer ceux qui les produisent, ceux qui les commercialisent. Et en effet, il y a un parallèle, mais ce n'est qu'une idée parmi d'autres qui est possible avec ce qu'a vécu le logiciel, et c'était intentionnellement que j'en ai parlé tout à l'heure. Le logiciel libre, je l'ai dit, n'est pas nécessairement du logiciel gratuit, parce qu'à côté de la liberté d'accès au code, on peut vendre du service.
Donc il y a une piste qui est de vendre du service, il y a une piste qui est bien sûr de la valeur ajoutée, et c'est la logique premium, qui est de plus en plus aujourd'hui celle de la presse. Regardez ce que font les grands journaux dans le monde entier, le New York Times, etc. Ils vont tous vers des modèles premium parce que le tout gratuit, c'est invivable pour eux. Donc il faut réfléchir en fonction des paramètres spécifiques de votre activité de formation à quels sont les modèles économiques qui vont vous permettre de faire coexister de la gratuité dans une certaine mesure et continuer à générer des revenus par ailleurs parce que c'est essentiel. Si je peux me permettre une seconde, j'ai dirigé un fonds d'investissement qui gérait à peu près 1 milliard d'euros dans le venture capital qui s'appelle Sophie Nova. Donc j'ai un peu vécu dans ce monde-là de l'Internet et de ses financements. On n'est pas obligé d'être aussi bête que la musique et le cinéma. Ils se sont fait avoir comme des bleus, ils ont ignoré ce qui se passait sur le marché et ils se sont fait ratiboiser pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont été extrêmement greedy, donc ils ont voulu garder leurs sous et continuer à financer les starlets, en veux-tu, en voilà. Et en fait, le réveil a été dur, le prix de la cocaïne a monté, tout ça a été plus dur pour eux. Donc, si vous voulez, ils ont été au plus stupides. Maintenant, on n'est pas obligé d'être aussi bête. Et puis, on a une différence qui est majeure avec la musique, avec le logiciel également, et qui fait que le parallèle s'arrête un moment. C'est que quand on fait une formation, en principe, on part d'un point A, on arrive à un point B. Ce point B est sanctionné par, alors j'aime pas le mot compétence, par une acquisition de savoir-faire, de compétences ou de savoir, et éventuellement un diplôme. Dès l'instant où on arrive à ça, il n'y a plus de parallèle. Ce diplôme a une valeur qui est très particulière, qui en fait a une valeur qui est égale à la vie professionnelle de la personne, certainement, une partie de la vie professionnelle de la personne qui l'a faite. Du coup, la valeur perçue d'une formation est infiniment plus grande que la valeur d'un petit moment de bonheur regardant un film de cinéma. Donc c'est très très différent. Et on peut donc facturer ça beaucoup plus cher, d'une part, parce que c'est beaucoup plus important, mais ce qu'on doit réussir à faire, et ça je pense que le FOD est fondamental là-dessus, c'est faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas s'auto-déclarer diplômant. Dans 10 ans, le diplôme Google pour faire de l'HTML5, le diplôme Google ou le diplôme Amazon pour faire X, Y, Z sera un diplôme qui sera peut-être beaucoup plus reconnu que le diplôme de l'X. Et là, on prend cette pente, on la prend. Donc aujourd'hui déjà, vous voyez bien que les classements de Shanghai vous font que les écoles qui sont petites mais brillantes, le SPCI qui a fait beaucoup plus de prix Nobel que n'importe quelle université de seconde zone américaine, étant plus petite, elle est considérée comme étant une école inintéressante, le SPCI. L'X, pareil. Donc, attention à ces trucs-là. Protégeons, tant que faire se peut, cet aspect diplômant, parce que c'est là-dessus qu'on se fera le plus savoir, mais c'est ça qu'on monétise également. Donc, pour moi, la question de la gratuité, tant qu'on amène les gens à quelque chose, ne se pose pas. La Khan Academy doit être gratuite, parce que la Khan Academy, elle produit rien. Elle n'emmène pas les gens d'un point A à un point B. Que vous donnez une lecture qui est vraiment un petit bout de la lorgnette. Nous, pour ce qui me concerne, permettez-moi de me présenter. Je suis Catherine Bisset, déléguée R&D de l'OPCA Acte-Alliance, et profession libérale, hospitalisation privée et enseignement privé. Et donc, je trouve que nous sommes des acteurs de la formation professionnelle. L'un des enjeux, c'est quand même de permettre à des milliers de personnes qui ont un niveau de qualification, qui sont sorties de l'école avec un niveau de qualification relativement bas. L'un des enjeux, et c'est l'intérêt, je pense, de ces dispositifs, c'est de permettre à des gens d'accéder au savoir. Et je n'ai pas besoin de montrer patte blanche. Et je n'ai pas besoin de savoir plein de choses. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la fracture d'Internet, et c'est clair qu'il y a un bon nombre d'acteurs qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de savoir ce que pourrait leur offrir Internet, mais ça va venir. Et je pense qu'on a quand même pas seulement... si la question est est-ce que les grandes écoles vont continuer à faire des fortunes et à gagner de l'argent grâce à l'élite et continuer à fabriquer une élite,
effectivement, c'est pas une question qui m'intéresse. Mais pour un CAP, prenons un CAP de fraiseur. Prenez un CAP, il y a un CAP, c'est la sanction de cette formation. Je parlais de ça, je parlais pas de l'X. Je disais simplement que... Ah mais si on n'a pas le droit de parler de grande école parce que c'est pas bien. Ah bon, donc dans ce cas-là, quand vous passez... Je veux dire qu'on peut avoir un point de vue un peu divergent du vôtre. Bien sûr. On va être dans le conflit. Non, mais tout ça est aussi une question de point de vue. Je pense que selon qu'on se met du point de vue, le point de vue de l'internaute, quand même, c'est tout bénef, de voir tous ces contenus accessibles librement. On ne peut pas ne pas dire que pour celui qui cherche à se former, alors que ce soit Google ou Open Classroom ou n'importe qui, lui, il est content parce qu'il ne va plus être dépendant, il ne va plus être obligé de contraint par des horaires, contraint par des moyens financiers. Alors, ce n'est pas une baguette magique, la formation, c'est plus que ça, mais c'est quand même très bien. Alors maintenant, quand on se situe du point de vue de l'organisme de formation qui vit de cela, effectivement, il y a une grosse remise en question. Et on se dit finalement, quels sont les modèles? Alors on observe des modèles avec abonnement à l'entrée, des modèles avec paiement à l'entrée des cours, des modèles avec le maximum d'entrée en essayant de convertir les gens sur des modalités payantes, en se disant que même si j'ai que 5%, c'est à peu près 5% le taux de personnes, des inscrits qui suivent le cours, qui sont prêts à penser un examen payant, l'idée c'est que même s'il n'y a que 5% qui se convertissent, on va quand même arriver à vivre. Et puis il y a des entreprises qui vont vouloir, elles, carrément, organiser des MOOC d'entreprise, et donc on va se rattraper là-dessus. Donc nous, c'est ça, on cherche un modèle économique là-dessus. Mais il y a d'autres modèles économiques qui sont possibles. Ça, c'est surtout que là, on parle que de la formation à distance, mais au final, le modèle, il peut être aussi sur une formation mixte. Et je pense qu'on s'éloigne aussi de l'expérience utilisateur ou apprenant. Tout le monde ne peut pas apprendre à distance. C'est aussi un style d'apprentissage. Donc je pense que le présentiel a aussi son sens, un sens peut-être qu'il faut revisiter par rapport à toutes ces ressources libres, mais le modèle économique n'est pas peut-être sur le 100% online. De toute manière, pour revenir à ce que vous disiez, qu'on soit en CAP ou en X, aujourd'hui, le diplôme, si Google à la fin fournit un CAP de fraiseur qui est plus reconnu, si je sors de mon CAP de fraiseur avec Google, je serai mieux payé. Parce que je sors avec quelque chose qui est plus reconnu. Donc le vrai enjeu pour tous les organismes de formation, c'est de lutter au minimum à armes égales pour essayer de tirer leur épingle du jeu dans cette reconnaissance, en fait. C'est vraiment la reconnaissance qui est importante. C'est intéressant parce que moi je me suis inscrite sur le MOOC Community Manager, j'ai fait mon premier quiz, mais au final ça aurait pu être ma grand-mère qui faisait le premier quiz. Ouais. Rien ne justifie que c'est moi qui ai fait ce quiz et je vais l'afficher sur mon CV, mais au final, quelle valeur, je ne dévalorise pas le contenu qui est transmis et qui est de qualité, mais en tout cas la certification à ce stade, elle n'a pas vraiment de valeur. On pourra mettre sur nos CV demain, j'ai participé à tel MOOC et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan du fond, moi, la valeur que je donne à cette formation libre d'accès pour beaucoup, c'est quand même que beaucoup plus de gens s'intéressent à la gestion de projet, où ils vont et essayent d'avoir. Tant mieux si, grâce à un MOOC, je peux peut-être me rencarder sur un truc que je n'aurais jamais pu connaître parce que c'est en grande école que c'est enseigné et que moi, je n'ai pas fait une grande école. Et je veux dire, même si j'ai cru comprendre que ça pouvait être des produits d'appel pour permettre aussi de démocratiser un peu l'accès au savoir. Je pense que c'est aussi un des forts enjeux de ça. Et je comprends aussi les soucis financiers que vous pouvez... Avec une autre dimension qu'il ne faut absolument pas oublier, parce que de la même manière que Rémi présentait là, les statistiques sur les populations qui s'inscrivent au MOOC gestion de projet, toutes les données des MOOC qui sont faits sur Open Classroom sont aussi en open data, et on prend le temps un tout petit peu, nous, de
nous en occuper, mais c'est vraiment ouvert pour tous les chercheurs qui veulent bien s'y plonger. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'on a presque 50% de personnes sur les 120 000 personnes qui se sont formées sur les MOOC, juste sur la forme MOOC depuis le mois de septembre. On a plus de 50% qui ne sont pas français. Nous avons 20% des personnes qui ne sont pas qui n'utilisent pas le français comme langue maternelle. Ça veut dire que les enjeux ne sont pas simplement des enjeux locaux. C'est ce qui permet aux Français, à la formation française d'être présente aussi sur tout le nord de l'Afrique, sur tout le bassin du Moyen-Orient, un petit peu en Asie, beaucoup en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Ce sont des choses importantes. C'est-à-dire que le choix dans cette bagarre entre l'anglais et le français, c'est aussi des choses fondamentales. Il faut aussi aller voir ce qui se passe actuellement en Afrique avec de la formation ouverte à distance qui est en train de entièrement révolutionner la notion même de formation avec l'usage du SMS sur le téléphone portable en Afrique noire. C'est extraordinaire ce qui s'y passe. Ce sont des choses qui n'arriveront pas en France parce qu'on a une autre culture, un autre rapport aux médias et aux devices, aux outils qu'on a dans les mains. Mais il faut replacer ça pas simplement dans le contexte français. Donc c'est vrai que cette dimension d'ouverture, de gratuité, elle est fondamentale. Nous, on reste porteurs de valeurs et qui nous oblige à faire le grand écart et à le faire de la manière la plus souple, c'est porter des valeurs en termes de partage de savoir, en termes de gratuité, et en même temps, parce que l'on est fier de ça, être obligé d'aller inventer d'autres modèles économiques qui nous permettent d'avoir une pérennité, d'avoir quelque chose qui nous permette de nous développer. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il faut pouvoir garder et garantir cette gratuité, garantir cette ouverture vers tous les publics, de tous les âges, de toutes les conditions, et en même temps, se donner les moyens d'être indépendant. Donc on a fait le choix technologique, par exemple, de partir sur une plateforme que nous développons depuis l'origine, parce qu'on veut pouvoir en être maître, parce qu'on veut pouvoir, et que ça nous permet d'aller travailler avec du logiciel libre et avec des partenariats sur des laboratoires de recherche publics pour pouvoir, et on met à disposition notre technologie pour toutes les personnes qui veulent s'en saisir, hein, donc il n'y a aucun problème. Et en même temps, avoir cette liberté d'investissement, cette liberté d'aller mettre des nouveaux contenus, ça nécessite forcément des moyens. Et du coup, c'est ce réalisme, où il faut forcément aller chercher de l'argent. Et évidemment, qu'aller lever de l'argent n'est pas une solution, parce que quand on lève de l'argent, il faut forcément le rendre à un moment donné. Hein, donc... et là, dans ces cas-là, on a souvent moins le contrôle de ce qui nous est demandé. Donc, c'est un mal qui souvent... C'est ce que Coursera vit en ce moment, et pour connaître très bien leurs investisseurs, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est tu m'avais promis de générer tant de chiffres d'affaires et tant de pertes, parce que les profits n'étaient pas encore au rendez-vous. Ils ont fait moins bien, ils se sont fait lourder, ils se sont fait remplacer par des managers professionnels qui vont évidemment changer le business model pour tenter de gagner un peu d'argent, mais avec une dimension qui est différente. Vous avez moins le choix parce que le français est une langue qui est pas tellement, de moins en moins parlée. Les Américains ont cet avantage d'avoir une immense masse qui fait qu'ils peuvent prendre 50 millions de clients quand nous on peut en prendre, ou d'utilisateurs quand nous on peut en prendre un. Et donc l'immense différence, c'est qu'ils peuvent se financer par la publicité parce qu'ils ont ce facteur 1 sur 50 qu'on n'a pas. Donc on est forcé de faire payer. Mais le diplôme est probablement le seul rempart qu'on ait. Hein. Je vous donne un autre exemple de domination étonnante. Un livre en danois maintenant coûte 5 fois plus cher au Danemark qu'un livre en anglais, le même livre en anglais. Parce qu'en fait, ils ne se vendent plus. L'éditeur a une base de clients qui est tellement petite, et elle l'achète par Amazon, qui l'achète tellement plus, que quand un écrivain danois veut écrire, il vaut mieux qu'il écrive en anglais. Parce que son livre ne se vendra plus. Et donc les gens écrivent directement en anglais maintenant. Donc ces exemples-là, où je ne veux pas donner l'impression d'être un basique anti-américain, je dis juste qu'il faut faire extrêmement attention, parce que c'est en train de se faire. Donc soyons bons.
vaut mieux Excusez-moi, surfer. on va peut-être libérer Maître Varret et Monsieur Schmitt, je crois. Merci à eux et à bientôt, j'espère, au FOD. Madame, vous aviez une question ? C'était pour... Bon, je suis désolé, mais je leur avais promis de les libérer. Quelqu'un a-t-il une autre question ? Madame ? Bonjour, Béatrice Ménil. Je suis chargée d'études dans un institut de formation en assurance, dans lequel, évidemment, on s'est posé la question de savoir de quelle manière on allait, puisqu'on a déjà un service d'enseignement à distance très ancien, qui a évolué évidemment technologiquement, se lancer ou pas dans des MOOC sur une spécialité qui n'est pas très connue, l'assurance. Donc on est en état de réflexion à ce sujet, mais au regard de l'évolution de la loi sur la formation et des décrets qui vont sortir, nous on vit bien sûr avec les OPCA des assureurs, OPCA Baya. La majorité de nos formations se font en alternance dans le cadre d'un CFA et aussi en formation continue. Donc quand on voit ces formations à distance, n'est pas réglé, me semble-t-il, le problème de l'imputabilité et l'éclatement des temps de formation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir des contrats d'alternance à 35 heures ou 450 heures obligatoires pour obtenir tel ou tel diplôme. Comment est-ce qu'on va faire pour dire vous êtes en formation sur le temps de travail, hors du temps de travail, dans l'entreprise, que devient le lieu de formation à ce moment-là? Comment est-ce qu'on gère le temps et l'espace au regard de ces évolutions technologiques de la formation ouverte et à distance? On a deux de nos collègues qui suivent d'ailleurs votre formation sur la conduite de projet. Ils ont été voir notre RH en disant « Alors, on fait comment ? Comment ça va être reconnu, là ? Vous allez le mettre sur ma fiche de poste que j'ai suivi ça, et est-ce que ça fait partie du plan de formation ? Comment est-ce que ces éléments-là, on va pouvoir les gérer ? Parce que derrière, on n'a parlé que de business model, mais là, l'enjeu, il est clairement financier. Qui va payer ça ? Et de quelle manière est-ce que ça va être compté, imputé, etc. » Déjà, ça va coûter moins cher. C'est la première réponse que je pourrais faire. C'est qu'un de nos gros soucis, on se dit qu'il faudrait qu'on développe le MOOC, qu'on permette aux gens de s'inscrire en payant avec le DIF. Et donc la question derrière, c'est les OPCA. Et donc on se pose plein de questions. Alors les OPCA, oui, mais il faut faire la demande 2 mois avant, il faut être reconnu, on va vous demander des attestations de présence, comment est-ce qu'on fait quand c'est virtuel. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il y a une réponse qu'on a et qu'on constate, c'est qu'en fait, les gens se disent que finalement, c'est tellement moins cher que ça l'était avant que les RH vont payer en disant « Bon, ben voilà, il y a 200, 300 euros, je paye et je ne vais pas m'embêter avec les formalités administratives. » Ceci dit, si on arrivait à avancer sur la reconnaissance par les OPCA, on est très preneur. Mais j'ai l'impression que ça va être long et compliqué. Je vais juste, avant que vous interveniez, c'est vrai que votre avis va être intéressant. Nous avons été contactés par une collectivité territoriale qui nous a passé une commande pour une dizaine de ses salariés, en disant voilà, nous, on veut monter un cursus de formation sur toutes les technologies web et pour l'instant, notre OPCA ne va pas nous suivre, mais on va l'éduquer, on va leur montrer que de toute façon, vu les quelques dizaines d'euros que ça va être, c'est pas grave, on y va, mais on vous passe cette commande, on veut du premium pour des salariés pour 1 an, pour leur permettre d'aller se former. Et par contre, en échange de ça, on leur a apporté les éléments de suivi qui leur permettent d'avoir, de la même manière que dans n'importe quel dispositif de formation ouvert à distance, des attestations de telle personne a suivi telle formation, y a passé tant de temps, etc. Donc un vrai suivi qui permet d'avoir un reporting sur l'activité, sur le résultat. Après, cette notion de prise en charge, clairement, moi, ça fait 15 ans que je vois les freins
qui sont des freins organisationnels, culturels, non pas technologiques, parce que technologiquement, on est capable de prouver exactement que quelqu'un n'est pas resté endormi devant son ordinateur et qu'il a vraiment fait des activités pour se former, mais il y a des évolutions qui sont nécessaires. Là où j'ai une crainte, c'est que je pense que justement ce redéploiement de la formation autrement, à des tarifs tout à fait différents, sur des motivations totalement différentes, à des moments totalement différents, ça va aller plus vite que l'évolution ou que le changement d'organisation et d'habilitation, d'accréditation des OPCA. Donc c'est mon avis personnel, mais peut-être je me trompe. Je peux peut-être juste exprimer le mien, parce que je suis directrice R&D d'ANOPCA. Alors, d'abord, moi, ça fait 15 ans que je me bats pour que mon OPCA, moi je suis R&D, et donc évidemment, je ne suis pas du côté de la gestion, donc ça fait 15 ans que je me bats pour que la formation ouverte à distance soit prise en charge par l'OPCA. Je suis aujourd'hui en train de travailler, de mener une étude, j'ai d'ailleurs interrogé Gilles dans le cadre de cette étude pour essayer, parce que maintenant au niveau de la formation continue, au niveau du plan, ça ne pose plus de soucis dans mon OPCA, avec des conditions qui sont plagiées un peu sur la formation classique, présentielle. Alors il faut par exemple qu'une formation dure au minimum 3h30. Donc ça c'est le mystère, 3h30 ça correspond à une demi-journée. Donc dans le face-à-face, on finançait une demi-journée, donc on est resté sur les mêmes modèles. Mais je travaille actuellement sur comment on peut faire pour financer de la formation professionnalisante, des formations longues, et en particulier dans le cadre des contrats de pro. Parce que je suis convaincue que que notamment les logiques de classe inversée sont parfaitement adaptées à comment la professionnalisation et la formation des jeunes. Donc c'est dommage, il est parti. Je vais l'interroger, essayer d'avoir un contact avec lui, celui qui nous a présenté ce qu'il faisait pour les travaux publics. Mais c'est vrai que je pense que les modèles commencent un peu à changer. Ça va être... Alors, l'EFP-SPP a mis en place un groupe de travail réunissant des OPCA pour essayer de réfléchir à ça, comment on peut pour apporter des éléments. Les décrets, quand même, parlent d'imputabilité. Donc, on va pouvoir... La formation ouverte à distance, c'est de la formation comme n'importe quelle formation. Donc, ça va se faire. Les pratiques fréquentes des OPCA, c'est de demander des tas de trucs. Effectivement, vous l'avez dit. Donc, alors, il y en a encore qui sont le temps de connexion. Donc, il y a des passés qui sont sur le temps de connexion, mais de plus en plus, on est plutôt sur de la production. Donc, il faut apporter les preuves de la production et du travail. Je crois que les choses bougent. Elles vont bouger un petit peu plus vite, je l'espère, grâce à la réforme. Mais je crois qu'il y a c'est un avenir tout à fait proche, la prise en charge. Si tu veux. Oui, pardon. En tout cas, on s'est battu au FOD pour faire évoluer cette réglementation. Pour aller dans ce sens-là, Marie-Line Delair, donc AFPA Limousin, en charge de notamment l'accompagnement de la mise à distance des formations. Effectivement, pour aller dans votre sens, moi j'ai senti une très nette évolution. C'est vrai que maintenant, quand on discute avec les financeurs, la problématique du temps de connexion, elle est dépassée. Je veux dire, c'est aussi la rencontre. Ce qu'ils nous demandent, c'est une traçabilité des travaux rendus, qu'on soit à même de prouver effectivement qu'on suit ces parcours de formation et que c'est pas de la fantaisie et qu'on emmène de la même façon au titre des candidats à la formation, des stagiaires, qu'on le ferait en présentiel. Donc effectivement, c'est parce qu'on les a rencontrés, parce qu'on l'a montré, pas simplement dit ce qu'on faisait, parce qu'ils rencontrent nos stagiaires et du coup, on sent très nettement, enfin, en tout cas en ce moment en Limousin, une évolution des pratiques et de la prise en compte du sérieux de cette modalité pédagogique. Donc je crois qu'on est dans une période qui bouge, il faut les rencontrer, il faut leur montrer ce qu'on fait souvent, et de façon à ce qu'ils réalisent bien qu'on est vraiment dans de la formation qui amène les gens à une qualification. Merci. Il va être temps de conclure. Je ne sais pas si nos intervenants veulent dire un dernier mot sur comment ils voient l'évolution de la formation. On en a beaucoup parlé, mais plus concrètement, tout de suite, demain, par exemple, au niveau de Centrale Lille, quelle va être l'évolution de l'école
par rapport à ce que vous avez fait à l'intérieur de cette école? L'évolution de l'école, c'est difficile à dire. On pense plutôt au niveau du groupe central maintenant, parce qu'on se dit il va falloir qu'on pense au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'il y a des centrales qui s'ouvrent à Rabat ou à Hyderabad pour essayer justement de rentrer dans une logique où on va passer sur de la grande échelle. On est aussi sur une logique d'ouverture. Le fait de dire que le but d'une grande école, jusque-là, en fait, le problème des grandes écoles françaises, c'est qu'elles sont très pauvres. Et donc, il n'y a pas d'argent chez nous. Ou alors, il faut vraiment aller à Sciences Po. Mais chez nous, il n'y a pas de moyens. Donc, moi, tout le principe, c'est d'arriver à faire un MOOC avec zéro financement, en fait. Mais vous voyez qu'on peut le faire. Donc, on est finalement assez optimiste sur le fait que dans cette transformation, on va arriver à faire quelque chose. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses à penser. Et nous, on essaie essentiellement d'explorer et de faire de la recherche. Michel? Moi, je dirais que par rapport aux dernières discussions qu'on a eues, le problème des OPCAT, ça c'est franco-français. Si on veut déployer, comme tu le disais, de la formation pour essayer de lutter contre, entre guillemets, l'hégémonie anglaise, le fait de partir sur comment je me fais rembourser, comment je me fais... Enfin, toutes ces choses-là, il faut même partir sur l'objectif, c'est qu'est-ce que j'obtiens à la fin comme diplôme. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça va m'aider à progresser et à avoir un boulot? Et c'est vrai qu'ayant formé dans un réseau européen, on est le seul pays comme ça au monde, enfin en tout cas dans ce que je gérais, qui était une quarantaine de pays, on est les seuls à se poser ces questions-là. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est une fois que je suis formé, à quoi ça me sert? C'est du point de vue de l'entreprise. C'est l'entreprise qui se la cause. C'est pas l'individu. Non, l'individu, lui, c'est... Mais du coup, même globalement, en fait, le système... Ouais. Ça va changer un peu. Ouais. Toutes les entreprises de plus de 300 n'ont plus obligation de verser Oui. aux OPCA. Donc, sans doute vont-elles continuer à faire beaucoup de formations. C'est pas sûr. Je vous sens ironique. C'est pas sûr. C'est pas sûr s'ils donnent... prendre en charge des formations gratuites, ça va être possible. Voilà, mais il n'y aura toujours pas d'objectif. Si l'objectif, c'est de dire, voilà, j'ai formé comme le veut la loi, c'est perdu, en fait, à terme. Il n'y a plus d'obligation. Elles font ce qu'elles veulent. Voilà, elles ont juste l'obligation de former. Yannick, un dernier mot sur l'évolution, la recherche de nouveaux modèles encore pour Open Classroom. Vous avez peut-être encore caché des projets, quelques idées, il y en a beaucoup. Je pense que nous avons tous beaucoup de chance parce que nous vivons un moment qui est assez unique parce que voilà, je vois qu'on a comme tous une tranche d'âge dans laquelle on a un petit peu roulé notre bosse dans l'information. J'ai moi ce sentiment qu'il se passe des choses en ce moment qui sont extraordinaires. On a cette chance de vivre des grandes transformations, alors avec forcément des deuils à faire sur des modèles qui existaient, avec forcément des résistances au changement normales, logiques, naturelles, mais de toute façon, puisqu'on travaille dans la formation, la résistance au changement, on connaît bien tous, puisque c'est la première chose contre laquelle on lutte si on fait de la formation. Donc c'est à nous de nous l'appliquer nous-mêmes, mais c'est ça qui est extraordinaire. Je ne pourrais pas faire mieux comme conclusion. Merci à tous. Et puis à bientôt au FOD sur les webconférences ou lors de manifestations.